Les podcasts du bien-être de Samoma, massage et formation. Techniques, déontologie, éthique et réflexion, mais aussi conseils autour de la pratique du massage et du soin avec Muriel Raffin. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet profond, sensible, grave, qui a touché beaucoup de femmes. C'est une histoire que j'ai suivie pendant de nombreuses années, de 2015 à 2024. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour informer, sensibiliser, mais aussi pour prévenir autant que possible. Cette affaire, c'est celle du masseur-violeur. Le terme est fort, on pourrait même dire choquant, mais malheureusement, c'est la réalité. Comme je disais, tout a commencé en 2015. Pour préserver l'anonymat des personnes concernées, j'utiliserai des prénoms fictifs. Je précise également que je pars de mon expérience et donc de mon interprétation, même si mon souhait est de rester au plus près des faits. Je vous demanderai également une écoute respectueuse et empreinte de discernement. Ces sujets sont délicats dans notre société à aborder et je ne suis pas là pour faire débat. J'ai rencontré Julia à l'école de yoga. Elle était enceinte de son deuxième enfant et avait décidé de prendre soin d'elle grâce au massage tout au long de sa grossesse. Elle est donc venue me voir régulièrement, une fois par mois environ, à partir du 4e ou du 5e mois. Et ça, jusqu'à la fin, jusqu'au 9e. Tout se passait bien. Je l'ai revue ensuite après son accouchement, et là, quelque chose n'allait plus. Elle m'a confié une expérience qu'elle avait vécue 2 ans auparavant, je crois, à Nantes, dans le cabinet d'un masseur ayurvédique, un homme d'origine indienne. Elle n'était vraiment pas bien, très mal à l'aise, bouleversée. Elle m'a raconté ce qu'il s'était passé avec lui pendant ses séances de massage. Je ne vais pas entrer dans les détails intimes par respect pour elle, mais je peux vous dire que son récit m'a choquée. Ce que je retiens, c'est son mal-être profond face à ce qui s'était passé, mais également ce sentiment d'être un peu perdue. C'est comme si elle ne savait plus si ce qu'elle avait vécu était normal ou bien inapproprié. Elle était sûre d'une chose, elle s'était sentie extrêmement mal à l'aise et tout cela ressortait maintenant à travers des angoisses et des insomnies. C'est un point important, il me semble, pour apprendre à discerner, faire confiance à ce que l'on ressent et être observateur des symptômes qui se manifestent. En tant que professionnelle du massage, je lui ai tout de suite dit que ce n'était absolument pas normal, que c'était à mon sens inacceptable, que ce qu'elle avait subi ne faisait en aucun cas partie d'une pratique saine. Et au-delà de ce qui s'était passé pendant le massage, il y avait également tout un discours manipulateur autour de l'énergétique et de la spiritualité qui relevait clairement de l'emprise. Malheureusement, c'est ce discours, cette ambiance, cette atmosphère qui ont fait qu'elle est retournée le voir une deuxième puis une troisième fois. À l'époque, elle avait voulu porter plainte, mais la plainte a été refusée. Comme quoi, elle était bien lucide de la situation. On lui a dit quelque chose du genre « Vous vous rendez compte de ce que cela impliquerait pour cet homme et son activité ?» Et donc face à ce manque total de soutien, elle a abandonné. Quelque temps plus tard, elle m'a rappelé. Elle voulait porter plainte. C'était une décision qui venait d'elle. Je précise que, lorsqu'elle s'est confiée à moi, je ne lui ai jamais dit quoi faire. Ce n'était pas mon rôle. C'est un choix très personnel qui demande du courage, de l'énergie, du temps et parfois de l'argent aussi. Je pense qu'il est essentiel de respecter le rythme et les décisions de chaque femme. Julia m'a demandé si je pouvais l'accompagner. J'ai dit oui, bien sûr. J'ai essayé de la soutenir du mieux que je pouvais, avec les moyens que j'avais à l'époque. Je n'étais pas là lors de la déposition, je l'attendais juste à côté, mais je me souviens qu'elle en est ressortie fatiguée, mais aussi habitée d'une certaine force. Peu après, la police l'a rappelée pour lui dire qu'elle n'était pas seule. Il y avait en effet déjà eu 2 plaintes, dont une pour viol. La première remontait à 2014.
Cette information a renforcé sa détermination, elle s'est sentie comme soutenue dans son ressenti. Elle a entamé ensuite un long travail thérapeutique tout en enchaînant les démarches avec la police, l'avocate et les experts. C'est un parcours éprouvant qui demande de l'énergie, de la patience et de la détermination. D'autant plus que son rapport d'expertise a été à un moment donné égaré sans que l'on ne sache pourquoi. Il a donc fallu qu'elle recommence son passage avec l'expert psy. De mon côté, après son témoignage, j'ai rencontré d'autres femmes qui avaient eu affaire à cet homme. Je pense notamment à une cliente, Madame Robert, qui est venue pour une cure de drainage lymphatique. Au fil des rendez-vous, j'ai compris qu'elle le connaissait bien. Elle avait voyagé en Inde avec lui et également avec sa femme. Je lui ai dit qu'il y avait 3 plaintes en cours contre elle, dont une pour viol. Elle m'a répondu que je disais n'importe quoi, que c'était de fausses accusations, que ces femmes mentaient et qu'il faisait beaucoup de bien autour de lui. Et d'ailleurs, il se défendait aussi comme ça. Regardez tous les bons avis que j'ai reçus. Oui, il faisait du bien à certaines personnes, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'en a pas détruit d'autres. Un grand classique dans ce genre d'histoire est pour Madame Robert. Elle ne voulait pas voir la réalité, elle était dans le déni total. Une autre cliente, Madame Dupont, également âgée de plus de 60 ans, m'a dit qu'elle avait reçu plusieurs soins de sa part, mais qu'il ne s'était rien passé de spécial. Alors il faut savoir que toutes les femmes victimes étaient jeunes, souvent moins de 35 ans je dirais. Il ciblait ses victimes. C'étaient des femmes qui lui plaisaient et avaient d'ailleurs des caractéristiques physiques communes pour certaines. Je me souviens aussi d'une jeune femme, Sarah, qui m'a appelée en 2019 je crois, pour prendre rendez-vous. Elle m'a dit qu'elle avait reçu un massage ayurvédique 15 jours plus tôt avec quelqu'un et que ça s'était mal passé. J'ai tout de suite compris et fait le lien. Elle est venue et elle m'a raconté son histoire. À ce moment-là, il avait déjà été convoqué plusieurs fois suite aux différentes plaintes. Il y avait eu une enquête de la part de la police. Il avait mis en place une espèce de décharge à signer avant les massages, un papier qui l'autorisait à toucher les parties intimes. Il incitait les femmes à se mettre entièrement nues sous prétexte de circulation énergétique. Il se protégeait avec ce pseudo-document. C'était pour moi encore plus choquant. Il ne remettait en aucun cas en question sa pratique et continuait d'abuser des femmes qu'il recevait. Sarah aussi se sentait très mal, comme Julia. Un mélange de honte, de trouble, une perte totale de repères. Elle ne savait plus si ce qu'elle avait vécu était légal ou non. Elle doutait de la norme. Était-ce acceptable? Est-ce que ça se faisait? Elle était complètement perdue. Une chose était sûre, elle se sentait terriblement mal. Je lui ai donc donné mon avis. Je lui ai dit que non, ce n'était pas normal. Et moi, je savais qui il était. Je connaissais son passif. Je lui ai donc partagé tout ce que je savais en lui redisant que ce qu'elle avait vécu était inacceptable. Elle est revenue 2 ou 3 fois ensuite. Après notre première rencontre, elle a voulu aussi porter plainte. Elle s'est rendue au commissariat, le même que celui où Julia et moi étions allés en 2015. Elle a d'ailleurs été reçue par la même policière. Et cette femme a tenté de la dissuader de déposer plainte. Elle lui a dit en gros, « Vous savez, c'est un homme d'une autre culture avec une autre façon de pratiquer. » Elle lui a conseillé d'appeler la Fédération des masseurs ayurvédiques de France pour voir si ce qu'elle avait vécu était normal. Quand elle m'a raconté ça, à nouveau, j'étais choquée. Cette policière connaissait très bien le dossier. Et puis ce n'était pas une fédération, qui connaît peut-être cet homme, de dire si une agression sexuelle est normale ou pas. À l'heure où je vous parle, cet homme a encore des soutiens dans le milieu du soin malgré toutes les plaintes. Bref, Sarah est revenue vers moi, à nouveau complètement perdue. Elle ne savait plus quoi faire. Finalement, elle n'a pas porté plainte. Je ne l'ai pas revue ensuite. Elle est partie, je crois, à l'étranger. J'espère que, si elle entend ce podcast, elle saura qu'elle n'est pas seule. Quelque temps plus tard, j'ai croisé à nouveau une autre femme,
dans un cadre d'enseignement du yoga, une prof, Élodie, qui avait eu affaire à lui. Elle m'a dit qu'elle avait ressenti du malaise, mais également une certaine forme de plaisir. C'est exactement ce qui rend cette histoire si perverse, parce que beaucoup de victimes ont ressenti et vécu ce mélange de malaise et de plaisir. Le malaise car les limites acceptables sont complètement dépassées, le plaisir car le toucher du massage libère les tensions, enveloppe et apaise le corps. C'est une dynamique très toxique. Ce sont des agressions qui se passent dans un cadre doux, calme, soi-disant bienveillant en apparence. Rien de brutal. Ce n'est pas un homme violent dans la forme. Et c'est là toute la complexité psychologique. Malgré le fait d'apprendre tout son passif, Élodie a préféré ignorer le malaise qu'elle avait elle aussi ressenti auprès de lui. La réalité est parfois trop violente pour l'accepter, et elle demande aussi beaucoup de ressources et d'énergie pour y faire face. Je pense d'ailleurs que l'on ne choisit pas vraiment d'y faire face ou non. C'est une histoire de psychisme propre à chacun. L'année dernière, en 2024, j'ai reçu également en cure une cliente, Sophie, avec qui j'ai pu échanger à ce sujet et qui a une amie proche qui a eu malheureusement affaire à cet homme. Comme les autres, un malaise extrême et un sentiment de confusion. Peut-être que cette discussion aura pu l'aider à avancer. En 2023, Julia m'appelle. Le procès allait enfin avoir lieu. Au bout de tant d'années, il allait durer 3 jours. J'ai pu être présente une journée. C'était la première fois que j'assistais à un procès. J'étais extérieure à l'affaire, mais en même temps, la vie m'avait amenée à rencontrer toutes ces femmes et à les épauler du mieux que je pouvais. Je suis ressortie de cette journée complètement vidée. J'ai entendu les témoignages de Julia et de 2 autres femmes. C'était totalement bouleversant. Des récits d'enfer. Non seulement ce qu'elles avaient vécu avec cet homme, mais aussi ensuite le manque de soutien, l'incompréhension de leur entourage. Ce sont des femmes qui se sont battues pour leur dignité, leur intégrité, mais également pour toutes les autres femmes qui n'ont pas osé aller au bout de cette démarche et également pour protéger celle à venir. Je me souviens du courage et de la force de Julia face à la barre, du mari de cette autre femme victime qui pleurait pendant le témoignage de sa femme, de l'atmosphère lourde et de toutes les émotions qui s'en dégageaient. Je me souviens également du passage de l'expert psy qui mettait en avant le profil pervers narcissique de l'agresseur et qui expliquait tout le processus de manipulation. On ne pouvait plus en effet, dès lors, demander à ces femmes victimes pourquoi elles étaient retournées le voir plusieurs fois, comme on a pu le faire pendant des décennies. C'est à ce que j'ai compris assez récent de mettre en avant ces expertises dans ce genre d'affaires. C'est une belle avancée. J'ai aussi entendu la défense du masseur. Il semblait inoffensif. Il y avait des schémas de vulve pour comprendre précisément ce qui s'était passé. Ses explications étaient confuses, il refusait d'admettre ce qu'il avait fait. Il faisait aussi semblant de ne pas comprendre le français, alors qu'il le parle apparemment très bien. Il y avait une traductrice anglais-français. C'était insupportable à voir et entendre, rendant le procès encore plus pénible. Au final, il y a eu 7 plaintes, dont 2 pour viol, et il a été condamné à 7 ans de prison avec l'interdiction d'exercer à vie cette profession. Il risquait jusqu'à 20 ans de prison, mais pour ne pas qu'il fasse appel et donc encombrer le système, la peine a été réduite. Les victimes ont été indemnisées, plus ou moins en fonction des sévices endurés, et leurs soins thérapeutiques annexes ont été aussi remboursés. C'est une victoire pour les victimes, pour qui l'histoire est entendue et reconnue. Une victoire car il n'y aura normalement pas d'autres victimes. Une victoire également symbolique pour toutes les femmes victimes de violences. Aux dernières nouvelles, 3 autres plaintes sont en cours et il y aura donc un 2e procès à venir. Les abus de pouvoir, de confiance, les agressions sexuelles sont malheureusement dans tous les domaines de la vie et aussi dans le domaine du bien-être. Et donc j'espère que ce témoignage permettra peut-être à certaines femmes de comprendre, de se protéger, de s'écouter, d'écouter leurs ressentis profonds lorsqu'elles sont dans une situation de malaise,
une situation qui ne leur correspond pas, qui dépasse leurs limites, leur intégrité, le respect de leur corps. J'espère aussi qu'il pourra aider les hommes à comprendre tous ces processus de manipulation et d'abus afin de pouvoir soutenir les femmes qui les entourent. Je vous remercie à nouveau d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt. On se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode. Vous avez aimé ce podcast ? Merci de partager, commenter, liker et retrouvez-moi le mois prochain pour un nouveau podcast. À bientôt.